Bonjour à toutes et tous. Merci à Monaco Disease Power de me donner l'opportunité. C'est un grand honneur d'avoir cette opportunité de vous présenter alors ce qu'est le GIS Autisme et Troubles du Neurodéveloppement, ce réseau de recherche qui est co-dirigé donc, par Catherine Barthélémy et par Pierre Gressens. Moi, je suis chef de projet donc, de ce groupement d'intérêt scientifique, et l'idée de cette dernière conférence, alors je vais essayer de ne pas être trop technique ni trop administratif, mais c'est de vous montrer pourquoi est-ce que finalement ce réseau a été mis en place, à quelle fin, et concrètement, qu'est-ce qu'il apporte 2 ans après sa création. Alors, je me permets très humblement une petite mise en contexte de la création de cette structuration de la recherche. En fait, cette structuration de la recherche, ça a été expliqué par Pierre ce matin, ça a été expliqué par Catherine, ça a été redit par le professeur Villet également en début d'après-midi. On est actuellement, les enjeux de recherche sur les troubles du neurodéveloppement s'inscrivent dans un véritable changement de paradigme. Où on est passé, c'est une diapositive que j'ai piquée à Catherine, on est passé d'une prise en compte dite catégorielle, avec finalement de classer des individus un petit peu comme dans des boîtes à chaussures avec des diagnostics qui étaient en silo, sur la base de symptômes, à une dimension actuellement, une caractérisation qui est dimensionnelle. Les individus, ça a été dit ce matin notamment par Steph, ça a été dit par Séverine, les individus, ils ont des difficultés, ils ont aussi des forces. Et au final, les situations s'inscrivent tout au long d'un spectre. C'est ce qu'on appelle donc une caractérisation dimensionnelle, ce qui appelle à des interventions qui sont de l'ordre vraiment c'est de la haute couture, c'est de la médecine personnalisée, c'est du sur-mesure. Et donc face à cet enjeu qui est extrêmement complexe, le chercheur ne peut plus travailler dans son coin tout seul. Ça c'est terminé, et donc les chercheurs doivent travailler en réseau. Donc c'est pour ça que la recherche dans le champ des troubles du neurodéveloppement doit se structurer et se structure. Le GIS, il s'inscrit également donc dans un cadre qui est celui de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, donc qui est en cours jusqu'à la fin de l'année 2022, qui fait suite donc au 3e plan autisme, avec l'objectif, que je cite, c'est remettre la science au cœur de la politique publique en dotant la France d'une recherche d'excellence. Et en effet, le GIS il a été créé en fin septembre 2019. L'analyse bibliométrique de l'INSERM, que je remercie pour ce travail. Le résultat, il est difficile pour la communauté de recherche française, parce que la France, quantitativement, elle publie moins. On est vraiment en queue de peloton des grands pays, des grands pays entre guillemets de recherche. Néanmoins, la France publie bien. La ressource, elle est présente. Les expertises, elles sont présentes. Lorsqu'on regarde qualitativement maintenant la part de la recherche française dans les meilleurs journaux internationaux en termes d'impact factor, donc techniquement ce sont les journaux d'impact factor qui se classent dans le top 10%. Lorsqu'on regarde le pourcentage des publications françaises dans ces journaux-là, la France elle est 4e. Elle est même devant des pays leaders comme les États-Unis. Donc la France publie moins, mais publie bien. Et donc l'idée de structurer la recherche en réseau et de renforcer les liens entre les communautés de chercheurs et de cliniciens, c'est de permettre à la recherche française d'utiliser son potentiel vraiment à plein régime. Donc c'est dans ce cadre que s'est inscrit il y a 2 ans la création d'un groupement d'intérêt scientifique, donc autisme et troubles du neurodéveloppement, donc à côté d'autres dispositifs, notamment je vais citer les 5 centres d'excellence nationaux qui, eux, ont pour objectif de renforcer de manière éclairée par la science la formation et d'appliquer finalement ces innovations scientifiques à l'échelle des territoires. Donc ce groupement d'intérêt scientifique, il s'inscrit comme principale mesure de la structuration de la recherche dans le cadre de cette stratégie donc, qui est portée au niveau de l'État. Alors donc le GIS, qu'est-ce que c'est ? Donc le GIS, c'est un réseau de recherche, ça je l'ai déjà dit. Il se base sur la réalisation d'un état des lieux de la recherche, finalement quelles sont aussi pour notre recherche les forces et les faiblesses. Donc de développer, d'animer un réseau de recherche, et Catherine en a parlé ce matin, j'en parlerai également dans la deuxième mi-temps de ma présentation, c'est de faire le lien entre la recherche et les associations, puisque l'objectif également c'est de faire comprendre
au grand public, à la population, parce que lorsque je discute avec les associations, avec les familles, dans le cadre des événements organisés par les associations telles que Monaco Disease Power, je pense que les personnes concernées, les familles, sont persuadées que la recherche, c'est quelque chose de crucial. Mais l'autre objectif, c'est également de développer, de porter une recherche qui est connectée avec les besoins et les attentes des personnes concernées et des familles. Ça, c'est fondamental. Favoriser les échanges avec les acteurs européens, puisque ces nouvelles synergies doivent se mettre en place le plus largement possible, parce que les projets de recherche, ils sont plus maintenant franco-centrés, ils sont multinationaux, et l'objectif est de permettre aux chercheurs français également de se connecter avec des leaders mondiaux pour favoriser l'innovation scientifique. Et puis, augmenter la visibilité des actions, c'est-à-dire d'une part, mieux faire connaître des situations extrêmement complexes. Éric Villet vient de l'exposer, Gia l'a exposé également juste avant moi, des situations extrêmement complexes, encore mal connues par nos concitoyens, ça d'une part, mais d'autre part, se doter d'une masse critique suffisante, la plus à même finalement à permettre l'émergence de projets d'ampleur les plus susceptibles d'obtenir des financements d'envergure. Donc, pour terminer avec mon introduction, le GIS, le Groupement d'intérêt scientifique autisme et troubles du neurodéveloppement, il n'a pas été créé à partir de rien. Il a été créé à partir d'un réseau qui lui-même, c'était le réseau recherche autisme, qui était porté par Avicent. Il a été créé en 2017. Déjà dirigé à l'époque par le professeur Catherine Barthélémy. Et grâce, finalement, c'est une impulsion qui a été donnée par des pionniers, dont 3 associations, les Amis d'Arthur, l'ARAPI et puis Monaco Disease Power. Merci donc d'avoir été là et d'avoir cru en cette structuration de la recherche et d'avoir donné finalement une impulsion qui nous a facilité énormément le travail lors de la création du GIS, puisque entre 2017 et 2019, ce sont grâce à vous finalement 58 équipes de recherche qui sont labellisées par les grands instituts nationaux français, qui se sont fédérées au sein de ce réseau recherche autisme, et donc qui est représenté par les laboratoires, sont représentés par les cercles bleus, la taille du cercle étant corrélée avec le nombre de laboratoires. Donc le GIS il a été créé à partir de ce socle de fondateurs, de pionniers, et donc depuis 2 ans, notre première mission a été d'étendre le réseau recherche autisme à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc les nouvelles équipes sont les étoiles en bleu, et c'est un réseau qui est extrêmément dynamique. Depuis 2 ans, ce réseau il a quasiment doublé de taille. Actuellement, à l'heure où on se parle, ce sont 114 équipes de recherche, et on a encore des équipes qui nous demandent de nous rejoindre, encore en cours. Donc c'est 114 équipes de recherche labellisées, donc près de 60 en 2 ans. Donc c'est un réseau qui est extrêmement dynamique, qui, à la faveur de ce dynamisme, est devenu un acteur incontournable de la recherche française sur les troubles du neurodéveloppement, puisque ces 114 équipes, elles représentent près de la moitié des publications françaises dans le domaine, dans les revues à comité de lecture internationales. Et puis c'est une extension, le réseau recherche autisme était principalement composé d'équipes en biologie santé, sciences biologie santé, je vais les appeler ainsi. Le challenge, il a été d'ouvrir également, de connecter ces chercheurs avec d'autres chercheurs, d'autres champs disciplinaires avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Et donc cette extension, elle s'est notamment faite vers le champ, donc c'est inscrit en bas à gauche de ma diapositive, vers le champ des sciences humaines et sociales, qui comprend la psychologie bien sûr, mais aussi la sociologie, les sciences de l'éducation. Et donc actuellement, le GIS s'est doté de 17 équipes en sciences humaines et sociales, et on en parlait un petit peu ensemble à l'occasion d'un dîner hier soir. Cette extension, il faut qu'elle se poursuive, et notamment 2022, on a pour objectif de s'ouvrir encore davantage vers les équipes du champ qu'on appelle les STIC, pour sciences et technologies de l'information et de la communication, et de connecter donc finalement nos scientifiques avec les acteurs qui travaillent dans le champ des technologies, du traitement, du big data, etc. Donc voilà, le GIS, c'est actuellement un consortium multidisciplinaire qui est présent sur l'ensemble du territoire et donc qui entend encore se développer, se renforcer, s'étendre. Alors, qu'est-ce que cette structuration, à quoi ça sert finalement, pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en réseau, me direz-vous. Lorsqu'on regarde ici la richesse des publications, alors c'est une liste qui est non exhaustive de publications qui a été réalisée en collaboration avec mes collègues de l'Institut thématique multi-organismes neurosciences.
Eh bien, cette richesse des publications, elle montre encore le dynamisme du réseau et finalement, ces travaux, cette mise en réseau, elle a permis, hein, c'est inscrit, je ne sais pas si on voit trop, je n'ai pas ma souris, mais c'est pas grave. Bon, voilà la première ligne, elle montre le nombre de travaux publiés qui apportent un nouvel éclairage sur de nouveaux mécanismes génétiques et moléculaires qui sont impliqués dans la physiopathologie des troubles du neurodéveloppement. Ces nouvelles découvertes scientifiques, elles apportent dès à présent des bénéfices au sein des services cliniques, mais aussi concrètement pour les personnes concernées et les familles. À titre d'exemple, eh bien, ces découvertes permettent l'émergence de nouveaux, ce qu'on appelle des biomarqueurs, hein, ce sont des marqueurs biologiques, qui permettent de repérer le plus précocement possible les troubles du neurodéveloppement et notamment, je cite cet exemple, donc c'est les travaux réalisés par l'équipe Tourangelle de Nadia Aguillon-Hernandez et Frédéric Bonnet-Brio à Tours, par oculométrie, hein, un phénomène finalement de suivi, des techniques de suivi du regard qui permettent d'améliorer, et c'est actuellement en cours, hein, c'est utilisé actuellement au sein des services cliniques, d'améliorer la détection la plus précoce des troubles du neurodéveloppement. Ces découvertes scientifiques, elles permettent également d'affiner les recommandations concernant des outils de suivi longitudinal de grands troubles fonctionnels qui sont transversaux aux troubles du neurodéveloppement, et notamment le GIS a organisé un événement d'ailleurs à ce sujet sur la question du sommeil. Donc là, c'est un article qui est publié par le docteur Banachowski dans l'équipe de Carmen Schroeder à Strasbourg, qui permet d'affiner âge par âge les meilleures techniques pour suivre la qualité du sommeil et les insomnies chez les personnes autistes. Et puis, dernier exemple, hein, ces avancées scientifiques, elles s'inscrivent aussi dans une démarche inclusive, participative des personnes concernées elles-mêmes, pour améliorer, évaluer et donc améliorer des dispositifs technologiques, notamment des applications numériques sur smartphones par exemple, qui sont destinées à apporter une aide concrète, à améliorer concrètement la qualité de vie des personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement. Donc une structuration de la recherche qui depuis 2 ans et dès à présent apporte des bénéfices concrets aux différentes communautés concernées par la recherche, notamment donc les familles, les personnes concernées. Ce dynamisme, cette structuration, elle apporte également des bénéfices pour les chercheurs, puisque depuis 2017, qui est donc l'année de début de structuration des équipes de recherche en réseau, eh bien, lorsqu'on regarde, alors ici c'est l'exemple des financements nationaux qui sont glanés par ces équipes-là, donc des projets de recherche troubles du neurodéveloppement, projets de recherche TND. J'ai pris l'exemple de l'ANR, hein, des appels à projets génériques de l'ANR, hein, qui finalement gère et permet d'octroyer des financements donc à l'échelle nationale à nos chercheurs. Eh bien, on a constaté d'une part que le nombre de projets TND avait augmenté de 54% entre 2017 et 2021, avec une augmentation nette entre 2020 et 2021. Alors c'est un résultat que je vous présente avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence, hein. C'est un début et vous me direz que c'est pas encore assez et je suis totalement d'accord avec vous. Et donc on sera attentif au niveau du GIS à ce que cette dynamique se poursuive. Et lorsqu'on regarde les budgets octroyés, donc on observe une augmentation de 34%, alors parce que les chiffres ne sont actuellement disponibles que jusqu'en 2020, mais la publication prochaine des budgets octroyés dans le cadre du dernier appel à projet de l'ANR, donc de 2021, devrait montrer une corrélation entre l'augmentation des budgets et l'augmentation du nombre de financements. Donc voilà donc cette structuration de la recherche qui a des effets bénéfiques pour les chercheurs, pour les personnes concernées, pour les familles. Actuellement, et en 2022, le GIS, il entend poursuivre ses actions scientifiques finalement dans la pleine continuité de ce que je viens de vous exposer, mais avec une montée en puissance. Et qui dit montée en puissance, j'en ai un petit peu parlé en introduction de mon topo, ça implique de porter des projets de recherche d'ampleur et de porter ce réseau à l'échelle internationale. Alors pour ce faire, au niveau du GIS, on a beaucoup de chance, puisque nous bénéficions des conseils d'un conseil scientifique international, donc vous avez la composition ici, qui est présidé par Éric Courchesne qui est un des leaders mondiaux de la recherche en neurosciences sur les troubles du neurodéveloppement. Il est basé à San Diego. Et donc ce conseil qui est constitué de 10 experts indépendants, il
il nous accompagne. Il nous accompagne notamment dans notre stratégie d'extension à l'international. Alors cette stratégie, elle se base sur des opportunités. 2021-2022, il y a plusieurs appels à projets européens dans le cadre d'Eranet Neurone. Il y a eu un appel à projet spécifique Neurodevelopmental Disorders en 2021. Et puis dans le cadre également de Horizon Europe, dans le cadre des actions COST. Et notre idée au niveau du GIS, au-delà de préparer et d'informer les communautés de chercheurs à répondre à ces appels à projets, la volonté du GIS, l'ambition du GIS, ça a été finalement de constituer un environnement qui soit favorable à l'émergence de projets de recherche multinationaux, certes, mais dirigés, pilotés, coordonnés par des chercheurs français issus de notre réseau de recherche. Et donc pour guider finalement cette extension, nous avons pris conseil auprès donc, de ce Scientific Advisory Board qui a émis 3 thématiques, 3 champs prioritaires qui doivent guider l'extension internationale du réseau de recherche. Donc ces thématiques qui sont inscrites en bleu, elles sont au nombre de 3. Et au sein de ces thématiques, donc il y a plusieurs projets de recherche qui sont actuellement en cours de préparation, qui ont candidaté ou qui vont candidater. Et parmi ces nombreux projets de recherche, il y en a 6 qui sont actuellement donc, qui sont accompagnés, qui sont soutenus par le GIS et qui ont ou qui vont déposer des appels à projets européens. Donc des projets de recherche internationaux, multinationaux, coordonnés, pilotés par nos chercheurs, des chercheurs français. Alors la première thématique qui est recommandée par le Conseil scientifique international est celle de promouvoir la recherche sur les mécanismes, voilà, certes, mais en lien avec les profils fonctionnels des personnes. Et dans ce cadre, eh bien, ce sont actuellement 3 projets candidats à l'appel à projet du cluster santé d'Horizon Europe qui ont déposé ou qui vont déposer donc une proposition. Ce sont 3 projets d'envergure, hein, donc sont qui mettent en jeu des partenaires européens mais également internationaux au Canada ou en Australie. Et ces projets, ils ont pour objectif, in fine, le développement de procédures interventionnelles personnalisées, éclairées par la science, éclairées par de nouveaux mécanismes physiopathologiques, et qui sont coordonnés donc, par les équipes parisiennes de Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur, Pierre Gressens à l'hôpital Robert Debré à Paris, et Julie Perroy à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. La deuxième priorité, elle vise à promouvoir des actions de recherche pour des bénéfices à court terme, et notamment par l'amélioration de la communication entre les chercheurs, les cliniciens, certes, mais également les personnes concernées et les familles. Et dans ce cadre-là, ce sont actuellement 2 projets dits MSCA, Marie Sklodowska-Curie Actions. Alors, ces actions Marie Sklodowska-Curie sont en fait, ce sont des projets de réseau de formation qui se basent sur la mobilité de personnel, de jeunes chercheurs, entre laboratoires européens et qui visent à renforcer, alors ces projets qui sont accompagnés et soutenus par le GIS, ils visent à renforcer la formation des jeunes chercheurs et des jeunes cliniciens, alors d'une part sur des grands troubles fonctionnels transversaux aux troubles du neurodéveloppement, et notamment la question du sommeil. Donc c'est un projet qui est coordonné par Carmen Schroeder, j'en dirai d'ailleurs un mot plus précisément tout à l'heure, mais également des projets qui visent à une meilleure caractérisation des profils fonctionnels, parfois mal connus, parfois trop peu étudiés, et notamment celui du profil des femmes autistes. Et donc qui est un projet européano-canadien qui est coordonné par Anouk Amestoy, qui est chercheuse donc à Bordeaux. Et enfin, le dernier projet, dernière thématique prioritaire qui vise à promouvoir la recherche translationnelle qui implique les sciences humaines et sociales pour encore promouvoir l'ouverture vers ce champ disciplinaire, les sciences de l'éducation et les sciences du langage. Et dans ce cadre-là, le GIS soutient et accompagne un projet d'action COST. Alors les projets de COST Action, ce sont des réseaux, c'est comme des super GIS finalement, ce sont des réseaux de collaboration européens, alors qui sont des super GIS mais qui sont très focalisé sur une thématique qui, dans ce cas précis, est celui de développer des procédures de collaboration et d'harmonisation à l'échelle européenne sur des troubles spécifiques des apprentissages, et notamment donc, dyslexie, dyscalculie. C'est un projet qui est coordonné par André Knops qui est chercheur au sein du laboratoire de psychologie de développement de l'enfant à Paris. Donc voilà, lui, c'est un projet, c'est tout récent, ça a été déposé le 29 octobre dernier. Donc voilà, donc ça vraiment, au niveau de notre stratégie d'extension à l'Europe, on utilise ces opportunités finalement qui sont fournies par les appels à projets européens. En parallèle, le GIS soutient des projets de mobilité internationale de ces jeunes chercheurs, donc depuis les laboratoires du GIS en France vers l'international ou dans le sens inverse.
Et en 2021, ça a été limité bien sûr à cause de la situation que vous connaissez, ce sont 2 projets de mobilité internationale qui ont été soutenus, qui sont totalement intégrés d'ailleurs avec les projets européens que j'ai précités. Donc il y a un projet entre Bordeaux et le Canada qui implique donc l'équipe d'Anouka Mestoy, et puis un projet depuis la Pologne vers l'IGF à Montpellier qui a impliqué donc l'équipe de Julie Perroy donc à Montpellier. Et donc je vous inviterai, là je m'adresse à la communauté des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs, à être très très attentifs puisque d'ici le début de l'année, on espère pouvoir lancer, et ça sera dépendant bien sûr du contexte sanitaire, mais on a vraiment comme ambition d'amplifier cette action et de soutenir un nombre de mobilités internationales encore plus important puisque c'est une source d'enrichissement qui est absolument considérable pour les jeunes chercheurs en termes de formation, mais plus largement pour la communauté de recherche. J'en ai parlé en début de nos actions. Les actions du GIS, elles portent en leur cœur la participation et l'inclusion des personnes concernées et des familles. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment des piliers, hein, c'est la stimulation et la concrétisation de la recherche dite participative. Et en effet, il y a 2 ans, en janvier 2020, Catherine Barthélemy a proposé la création d'un comité au sein du GIS qui soit vraiment dédié à cette question et qui est celle du GRAPS. Alors le GRAPS, c'est un acronyme, vous savez, dans la recherche, on adore les acronymes. C'est le groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. Et en effet, l'idée a été, elle est toujours, de fédérer alors 12 associations. Donc il a fallu choisir. Et ces 12 associations, bien sûr en accord avec la stratégie nationale, l'idée était de se baser sur les 12 associations du Conseil national autisme et troubles du neurodéveloppement. Et donc l'idée de Catherine à l'époque a été de proposer à ces 12 associations de se fédérer autour de questions scientifiques, d'enjeux transversaux, trop peu traités par la communauté scientifique, finalement d'interpeller la communauté scientifique, des chercheurs et des cliniciens au sujet de problématiques transversales. Alors en janvier 2020, on a commencé à brainstormer et les 12 associations du GRAPS se sont mis d'accord sur une première thématique transversale qui est celle du sommeil, les troubles du sommeil. Et donc, sous la coordination donc, du professeur Carmen Schroeder, donc, qui travaille à Strasbourg, ce sont 4 focus groups, donc 4 groupes de travail qui se sont constitués, alors bien sûr réunissant les représentants des personnes concernées, des familles, les associations, mais également les chercheurs et les cliniciens. Et l'idée a été de co-construire un événement, donc ça a été un webinaire, sur cette question du sommeil, des troubles du neurodéveloppement. Alors ce webinaire, il s'est tenu le 10 juin dernier. Ça a été un vrai succès, au-delà du succès d'audience, qui a près de 500 personnes inscrites qui ont suivi l'événement. Ça a été finalement le point d'orgue d'une année de travail, d'une année de travaux qui ont permis l'émergence de 2 thématiques de recherche. Alors d'une part sur l'apport des objets connectés dans le suivi de la qualité du sommeil et l'intérêt de la recherche participative, et finalement affiner, créer des bases de données multidimensionnelles alimentées par les personnes elles-mêmes, ce sont elles qui sont au plus près des réalités de terrain. Et puis ça a été également l'autre thématique, et ça a été évoqué, il y a beaucoup d'appels qui ont été faits aujourd'hui à une recherche qui tiennent compte du caractère, de manière holistique, qui considèrent de manière holistique les troubles fonctionnels des personnes, et notamment donc, les liens entre le sommeil et la sensorialité, qui a été évoqué juste avant par Géa, et puis ce matin également les apprentissages moteurs. Donc ces 2 thématiques de recherche, elles sont actuellement au cœur de projets de recherche qui sont en cours de préparation. Donc il y a un des projets Marie Sklodowska-Curie, un réseau de formation dont je vous ai parlé, et puis également un projet de recherche candidat à l'ANR cette année en cours de développement. Et donc, le GRAPS ne s'est pas arrêté là. Ces travaux sur le sommeil se poursuivent. Et puis, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que depuis le 30 juin dernier, le GRAPS a initié un 2e cycle annuel de co-construction qui porte et qui aboutira à la co-construction d'un colloque en juin 2022, cette fois, à Paris, sur une nouvelle problématique, sur une nouvelle thématique transversale qui est celle des apprentissages. C'est vraiment un enjeu transversal au trouble du neurodéveloppement. Et au-delà des apprentissages, sont les apprentissages. Alors souvent, lorsqu'on parle d'apprentissage, on pense à la dimension scolaire, mais l'idée est d'aller au-delà. Catherine parlait des apprentissages de vie, et l'idée, ce sont les apprentissages avec une visée d'autodétermination pour les personnes concernées et puis pour les familles.
Donc l'année 2021 a été extrêmement riche, malgré le contexte sanitaire qui a été hautement défavorable à nos actions, aux actions de networking, aux actions de collaboration. Mais néanmoins, le GIS a réussi à s'adapter, notamment grâce au format des webinaires. Ça fait quand même très très plaisir de se retrouver en présentiel aujourd'hui. Mais néanmoins, donc, il y a eu un programme très très riche en webinaires qui nous a permis notamment de renforcer nos liens avec nos partenaires de la stratégie et les centres d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement. Alors dans le cadre des ateliers dédiés à la collaboration scientifique, qu'on appelle les Andrew, le Andrew 2 sur l'épidémiologie environnementale dans les troubles du neurodéveloppement, donc s'est tenu en mai dernier en collaboration avec le Centre d'excellence de Montpellier, le CEAND, et le Andrew 3 sera organisé le 1er avril 2022 en collaboration avec le EXACT, qui est le Centre d'excellence de Tours. Et puis des événements qui ont permis également de dresser encore des ponts entre les champs disciplinaires. J'en ai parlé plusieurs fois et donc on remercie vraiment les équipes en sciences humaines et sociales qui ont monté cet événement de première journée de la recherche transdisciplinaire qui s'est tenue le 28 juin dernier. Et une deuxième journée sera organisée cette fois en collaboration avec le Centre d'excellence iMind de Lyon, donc le 17 mars 2022. Et puis l'année 2021, elle n'est pas encore terminée. Puisque nous avons le plaisir de vous inviter, j'en profite, je fais un petit peu de pub, Muriel, vous m'excuserez. Donc dans 10 jours, on organise un webinaire, c'est le premier des webinaires troubles du neurodéveloppement sans frontières. C'est sur une thématique qui est celle de l'open science, de la science ouverte, du partage de données, des collaborations les plus ouvertes possibles, avec ici donc un focus sur les collaborations entre la France et le Québec. On a vraiment de la chance parce qu'on bénéficie du parrainage de l'Académie nationale de médecine. Donc l'événement sera retranscrit en direct depuis la salle des séances là-bas. Et puis co-organisé avec un IRN, donc c'est un réseau de recherche international qui est labellisé pour sa partie française par le CNRS, qui s'appelle DevOpsy, et donc qui met en lien les chercheurs français et québécois sur les thématiques qui ont attrait à la santé mentale. Pour 2022, en plus des événements dont j'ai déjà parlé, le GIS n'oublie pas les jeunes chercheurs, puisqu'en octobre 2022, ce sont 2 événements qui seront organisés pour les mettre en honneur et les mettre à l'honneur, et puis leur faire profiter des expertises du réseau. L'Université d'automne de l'ARAPI, c'est un événement, moi j'y ai participé personnellement il y a 2 ans, et vraiment je recommande chaudement aux jeunes chercheurs d'y aller, et puis aux directeurs d'équipe, de service, d'envoyer vos jeunes chercheurs et cliniciens, où c'est un événement où on a la chance d'être au contact d'une communauté de recherche de très très haut niveau, mais également d'acteurs associatifs, de représentants de familles de personnes concernées qui sont désireuses de faire avancer de la recherche. Donc pour prendre un bain de concret, c'est assez formidable. Et puis donc c'est organisé au Croisic, donc du 3 au 7 octobre 2022. Et puis un événement qui est organisé par l'ITMO Neurosciences, co-organisé avec l'ITMO Neurosciences, qui est l'école de recherche translationnelle en neurosciences, qui lui sera organisé donc du 6 au 9 octobre 2022. Voilà, donc pour terminer, je voudrais remercier bien l'équipe projet du GIS. Donc au niveau du GIS, on a la chance d'avoir un duo de directeurs qui sont ultra complémentaires. Et dans bien des domaines, en sciences ou en sport, on discutait sport avec Patrick Baudry à la pause. Alors moi, je suis un grand fan de foot et vous reconnaîtrez certainement une équipe locale avec 2 leaders d'attaque extrêmement complémentaires. Donc je ne dirai pas au niveau du GIS qui est le Wissam Ben Yedder ou le Kevin Folland. Voilà, ça je vous laisserai juger. Mais voilà, ils ont des expertises extrêmement complémentaires qui nous permettent d'avancer plus vite. Et puis je remercie aussi, alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais Valérie Maillard qui est notre assistante, qui fait un boulot absolument formidable et sans laquelle en fait l'ensemble des actions aujourd'hui n'auraient pas pu avoir lieu. Merci également à l'ITMO Neuro qui nous accueille depuis 2 ans, nous soutient depuis 2 ans. Et puis voilà, encore un petit peu de publicité pour le GIS. Si vous souhaitez en savoir plus, on va se doter d'un nouveau site web bientôt, toutes mes coordonnées. Voilà, je vous remercie pour votre patience, votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci.